c'est à Paris, porte de Versailles, qu'avait lieu le dernier salon où l'on cause santé et sécurité, à savoir Préventica, le rendez-vous incontournable de l'innovation pour la qualité de vie au travail et la performance globale de l'entreprise. L'occasion pour les acteurs du management, de l'environnement de travail ou de la santé-sécurité de découvrir les solutions de prévention des risques pour les entreprises. Mais également les dernières tendances et innovations en la matière, comme nous le rappelle Éric Dejean-Servière, directeur du salon. Sur le plan santé-sécurité, qui est la vocation historique de Préventica depuis 20 ans, on s'aperçoit que la demande de confort, la demande de l'ergonomie, de la prévention des TMS, tout ce qui va permettre justement en cette période de Covid d'éviter des transmissions par les poignées de porte, etc., a vu un développement très important sur ces éditions de cette année. Et ensuite, ce qu'on a pu constater sur les éditions de cette année, ce sont les purificateurs d'air. Beaucoup de demandes sur ce pôle-là, qui est un pôle totalement nouveau suite à la crise. Entre les stands en EPI, Working Clothes, équipements professionnels ou d'autres en innovation et solutions, de multiples conférences ont permis aux responsables de l'environnement de travail ou des ressources humaines de se pencher sur les nouveaux enjeux en matière de management à l'heure du télétravail et du flex-office. François Cochet, président de la FIRPS, la Fédération des intervenants en risques psychosociaux, nous en détaille les principaux enjeux. Les principaux enjeux, c'est les relations avec le management, la relation avec les collègues, et puis la perturbation importante de la frontière qui existait entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Le risque d'isolement, on ne le perçoit pas forcément au départ parce qu'on connaît ses collègues, parce qu'on était avec eux avant, donc on croit les connaître, sauf qu'au bout d'un moment, on les connaît un peu moins, les nouveaux collègues on ne les connaît pas et on a moins d'échanges et moins d'échanges informels. Donc on restreint son niveau de relation avec un petit groupe et il y a un risque ensuite de malentendus croissants avec des collègues. On s'écrit au lieu de se parler, donc on peut avoir du malentendu, puis du conflit, ça c'est un vrai risque. Et puis un risque avec le manager, parce que le télétravail c'est basé sur l'autonomie et la confiance. Et par exemple un télétravailleur qui est habitué avec son chef, ça peut très bien se passer. Il y a un changement de manager, c'est un vrai risque. À ce moment-là, de ne pas arriver à construire avec le nouveau une relation de confiance qui est celle qui permet de bien travailler. La crise sanitaire a également bouleversé les organisations ballottées entre présentiel, télétravail et flex-office. Dans ce contexte, comment les managers peuvent-ils concilier équilibre individuel et préservation des collectifs ? La question des équilibres à trouver entre les exigences du collectif et les exigences individuelles, c'est une question par définition compliquée. Donc il n'y a pas de bonne solution et surtout pas imposée de l'extérieur. C'est l'équipe elle-même qui doit la trouver en faisant d'un certain nombre de sujets des points de débat de l'équipe elle-même. La question de est-ce que je dérange mes collègues en présentiel n'était jamais débattue. Il faut en faire un sujet de réunion d'équipe. La question, est-ce que j'ai besoin de silence ? Tout le monde n'a pas le même besoin de silence. Il faut en discuter, il faut que celui qui est gêné par le bruit des autres puisse l'exprimer pour que ceux qui font du bruit comprennent qu'ils peuvent en faire, mais peut-être moins quand ce collègue est à proximité. Il n'y a pas de solution miracle, mais c'est aussi en mettant vraiment ces questions en débat entre les salariés de même équipe qu'ils trouveront avec leur manager les meilleurs compromis. Alors pour accompagner les managers face à toutes ces difficultés, je dirais qu'il faut aussi que les managers les écoutent, prennent aussi la mesure des difficultés qui sont les leurs, que les managers entre eux puissent échanger sur comment ils y arrivent, et puis il faut aussi qu'ils se fixent eux-mêmes des limites, parce qu'il y a beaucoup de managers qui veulent absolument tout faire, il faut qu'ils soient conscients de leurs propres limites. Je prends un exemple. Dans une équipe en télétravail, il y a les lève-tôt et les couche-tard. Il y en a qui souhaitent commencer leur journée très tôt le matin, et puis qui en milieu d'après-midi vont s'arrêter, ils auront fait leur travail. D'autres qui se lèvent tard et qui ne sont pas dérangés de travailler jusqu'à 21h. Si le manager s'oblige à être présent depuis tôt le matin à tard le soir, il ne finira pas l'année. Il faut qu'il assume que de temps en temps, il a lui aussi ses propres contraintes, les exposer gentiment à ses collègues, là aussi pour trouver les bons fonctionnements. C'est le non-dit qui crée le plus de difficultés.
Aussi, parmi les impacts liés au télétravail, on trouve celui de l'évolution de carrière. Brigitte Vaudolon, membre du conseil d'administration de la FIRPS, nous interpelle sur le fait que ce sont les femmes les plus impactées par le télétravail et les plus écartées des promotions. Les femmes sont parfois moins bien installées en télétravail que les hommes, ont moins d'espace dédié pour le travail. Elles sont parfois beaucoup plus sollicitées sur des tâches domestiques, des tâches ménagères, donc une fatigue plus importante peut-être en télétravail que leurs collègues masculins. Et puis il y a aussi des cultures d'entreprise en fait où les femmes ont déjà, je dirais, des enjeux de promotion qui sont difficiles dans les entreprises. Il ne faudrait pas que cette question du télétravail nous amène à régresser durablement sur ce sujet. Donc ça, c'est vraiment un message fort que l'on tient à faire passer dans les entreprises pour que le sujet de l'égalité professionnelle continue à avancer comme c'était le cas avant la mise en place beaucoup plus massive du télétravail. Alors, si un certain nombre de salariés ont trouvé quelques avantages avec le télétravail, d'autres en pointent les effets négatifs. En cause, de nombreuses pratiques addictives telles que le numérique, le tabac, l'alcool, la drogue, les médicaments ou encore le workaholisme. Alors oui, effectivement, chez tous les Français, mais principalement chez les actifs, on a pu observer une augmentation de la consommation de produits psychoactifs, principalement sur le tabac, l'alcool, le cannabis et les médicaments psychotropes. Sur les médicaments, c'est principalement les médicaments anxiolytiques qui ont augmenté pour plus de 22%. C'est 5,5 millions de Français qui ont augmenté leur consommation d'alcool, plus de 50% pour le cannabis et le tabac. Donc c'est vraiment des chiffres absolument phénoménaux qu'on retrouve dans les dernières études, les premières ayant été réalisées pendant le premier confinement. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est une augmentation majeure des addictions comportementales et principalement les problématiques d'hyperconnexion, d'addiction au jeu, le temps passé sur les écrans, que cela soit dans un cadre professionnel avec toutes les mises en place des nouveaux outils numériques pour télétravailler autrement, avec ce télétravail qui est généralisé, mais également pendant le premier confinement. C'est quelque chose qui, entre guillemets, paraît ancien maintenant, mais à un moment donné où il y avait de l'isolement et de l'ennui, et où les salariés et les Français, plus globalement, ont utilisé les outils numériques pour soit recréer du lien social dans un moment de rupture, ou alors pour s'occuper face à l'ennui. Dans cet environnement de travail affecté par la Covid et devant un désengagement d'une partie du personnel face à un management incantatoire et bureaucratique, certains directeurs santé-sécurité prônent désormais de révolutionner la santé et la sécurité au travail par une nouvelle approche positive et motivante pour une gestion collective des risques dans l'entreprise. Alors, les approches de santé-sécurité traditionnelles telles qu'on les connaît dans la plupart des entreprises, notamment des grandes entreprises, sont pas vraiment les plus efficaces pour un certain nombre de raisons. Déjà, elles sont calquées sur un modèle qui est un modèle bureaucratique qui date du début du XXe siècle, un modèle command and control, très vertical, très coercitif, où on considère que les problématiques en termes de santé et sécurité au travail sont liées à des comportements, au comportement de nos collaborateurs. Et cette perception est faussée, puisqu'en fait on devrait considérer non seulement le comportement du collaborateur comme une conséquence d'un environnement, d'un écosystème, mais en plus on sait que ces approches-là ne sont pas très efficaces parce qu'on a atteint un plateau en termes de risque, en termes d'accidentologie, et on atteint aussi des performances médiocres en termes d'engagement des salariés. L'auteur du livre « Révolutionner la santé et la sécurité au travail » préconise d'ailleurs aux entreprises de passer d'un modèle bureaucratique à un stade systémique et aux managers de ne plus traiter simplement les symptômes, à savoir les comportements, mais le système à proprement parler, et ce, à travers des rituels managériaux. Il faut réussir à faire en sorte que nos rituels managériaux, ce qui est attendu des salariés, ce qui est attendu de nos managers de proximité, soit le plus simple et lisible possible. Voilà, c'est le premier conseil que je donnerai. Ensuite, il y a un conseil de connexion des managers. Il faut que les managers comprennent les réalités du quotidien, parce qu'on ne peut pas simplement imposer des règles et pousser un système de management sans avoir cette connexion et sans avoir la possibilité pour nos collaborateurs d'évoquer les problématiques. Et enfin, je dirais qu'il faut prendre en compte tout ce que nous a apporté durant les dernières décennies les sciences sociales en matière de conduite du changement. Le changement ne peut plus être vertical, top-down, statique,
taille unique. Voilà, il va falloir quelque chose qui soit beaucoup plus itératif. C'est du test and learn, la transformation. Beaucoup plus basé sur de la co-construction et pas uniquement de la consultation. Beaucoup plus basé sur un système adaptatif. Voilà, donc c'est ça les conseils que je donnerais qui sont le plus généraux possible pour pouvoir s'adapter à tout type d'organisation. Après 3 jours riches en échanges, partage et innovation, le salon Préventica a fermé ses portes et nous donne rendez-vous à Nantes en mai 2022. Et si la Covid ne permet pas cet événement, Préventica s'est adapté en devenant une plateforme numérique d'information quotidienne, comme le rappelle Éric de Jean-Servière. En période d'absence de salon, les gens vont beaucoup sur le digital. Donc on a profité aussi de cette période pour monter plusieurs offres en matière de digital, c'est-à-dire notre vocation est de créer des rendez-vous, des contacts, de la visibilité, de la génération de leads sur nos salons. Et on a aujourd'hui créé des outils digitaux qui permettent de faire ceci. Donc on a créé un annuaire en ligne des professionnels de la sécurité. On a créé une chaîne de webinaires, on vient de lancer une chaîne de podcast. On crée des outils de création de mailing sur des fichiers très ciblés, etc. Disons que nos perspectives sont doubles. Continuer à faire des salons, mais en jonglant sur les différentes vagues, et puis développer des outils digitaux qui permettent de continuer aux entreprises de bénéficier de services de visibilité sans pour autant se baser uniquement sur les salons. Préventica garde ainsi sa volonté de rester à l'écoute du marché et donner tout au long de l'année des réponses à l'ensemble de l'écosystème santé et sécurité de l'entreprise.